On va accueillir Isabelle Arvers, qui est commissaire d'exposition. Elle va nous expliquer exactement. Elle est pleine de mystères. Elle habite Mérargues. Pour ceux qui habitent Mérargues, lève la main. On rembourse l'inscription à l'encéphale. J'ai une, j'ai eu une indiscrétion de la part du staff. Je t'en prie, tu peux y aller. Tu nous dis où c'est. C'est pas en Allemagne, hein, c'est ce que tu m'as dit, non? Ah, d'accord. Je donne un indice. Mérard en Provence. Je suis sûr que c'est joli. Ah, c'est très joli. Merci beaucoup, Isabelle. Bonjour. Donc, commissaire d'exposition, mon métier consiste à organiser des expositions. Voilà. Et je suis spécialisée dans la relation art et jeux vidéo. Donc, je m'appelle Isabelle Arvers et aujourd'hui, je vais vous parler de décolonisation des imaginaires grâce aux jeux vidéo. Alors, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser aux jeux vidéo? Dans les années 90, en fait, j'ai discuté avec des adolescents et ils m'ont expliqué qu'ils aimaient tellement les jeux vidéo qu'ils en rêvaient et qu'ils préféraient même les jeux vidéo à la réalité. Et c'est là que je me suis dit qu'en fait, les jeux vidéo, c'était une question très, très sérieuse. Car s'ils étaient capables de façonner notre imaginaire, comme auparavant le faisaient les contes, ils étaient aussi capables de manipuler l'esprit des gens. C'est alors que j'ai décidé, en tant que commissaire d'exposition, de montrer l'autre versant du jeu vidéo, de montrer en fait des jeux plus alternatifs, plus artistiques, plus expérimentaux. Et c'est ce que j'ai fait en fait à partir de 1997 et pendant un peu plus de 20 ans. Mais j'ai fait ça en fait en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, et je montrais toujours soit des œuvres, soit des jeux vidéo qui venaient des mêmes parties du monde. Et par ailleurs, plus je voyageais pour aller animer des machinima, des ateliers de machinima. Alors les machinima, ce sont des films qui sont faits avec des moteurs de jeu ou avec des enregistrements de séquences de jeux vidéo. Donc plus je voyageais pour animer des ateliers machinima, plus je me rendais compte qu'en fait, partout dans le monde, tout le monde joue aux mêmes jeux vidéo. Donc on en a vu déjà certains, mais c'est aussi GTA, c'est Fortnite, voilà, Call of Duty. Et donc, c'est pour ça qu'en 2019, pour célébrer mes 20 ans en tant que commissaire d'exposition, j'ai décidé de me lancer dans un tour du monde art et jeux vidéo, mais en allant uniquement dans les pays de l'hémisphère sud, avec un focus sur les pratiques de femmes, queer, féministes et décoloniales. Et mon but, en fait, c'était de rencontrer et d'interviewer soit des artistes, soit des développeurs de jeux vidéo. Voilà. Et tout au long de mon voyage, en fait, j'ai donné des conférences sur la relation art et jeux vidéo, mais j'ai aussi organisé des ateliers et des expositions, encore une fois, afin de diffuser, de disséminer, en fait, et de promouvoir tous ces jeux qui viennent en fait d'une autre partie du monde et de pouvoir aussi m'en servir pour échanger avec d'autres artistes et d'autres game designers. Les jeux vidéo constituent l'industrie culturelle, on l'a dit déjà, hein, la plus importante au monde et façonnent notre perception de la réalité. L'émancipation des femmes, des personnes transgenres et des populations issues d'anciens pays coloniaux est encore jeune et fragile. C'est pourquoi j'ai décidé de me faire écho et d'encourager les pratiques artistiques et vidéoludiques qui contrent les stéréotypes de genre, de sexualité, d'origine ethnique et de représentation occidentale. Et c'est pourquoi, dans une première partie, on plonge au cœur des voix marginalisées de l'art et du jeu vidéo. Et j'ai essayé d'analyser aussi comment des voix ont émergé en marge des récits traditionnels, en forgeant leurs propres histoires et en se réappropriant leurs identités. Et c'est ainsi que j'ai examiné l'évolution de la place de la parole, du savoir situé, en retraçant ce parcours de la décolonisation à travers le féminisme et l'intersexualité. Tout ça en essayant de déconstruire des fictions sociales et politiques et en embrassant le concept d'identité hybride et en montrant le pouvoir de la narration interculturelle dans la conception de jeux vidéo et comment les récits peuvent aussi faire un pont entre les cultures et transcender les frontières. Décoloniser l'imaginaire par l'utilisation tactique des jeux explore aussi de nouvelles perspectives sur la question de la décolonisation des savoirs à l'ère du numérique. Nous soulignons en fait la nécessité d'un dialogue entre différentes formes de savoir, en démontrant la plasticité des savoirs précoloniaux et leur relation avec la plasticité du domaine virtuel.
De plus, je réfléchis à la question de la pédagogie et de l'apprentissage mutuel dans les ateliers machinima, encore une fois, qui consiste à faire des films avec des jeux vidéo, et sur la manière dont les mathématiques et la cybernétique et les savoirs ancestraux s'entrecroisent de manière unique et transformatrice. Tout au long de mon travail, j'ai essayé de souligner le processus de décolonisation de notre imaginaire collectif. Alors, pour y parvenir, j'ai utilisé une méthodologie tout au long de mon parcours, pendant mon voyage à la rencontre d'art et de jeux vidéo, dans plus de 17 pays du Sud. Et une méthodologie qui met en lumière une recherche basée sur l'activisme, l'autonomisation des femmes, les perspectives décoloniales et les approches écoféministes et interespèces. Et en outre, on découvre aussi des méthodes uniques que j'ai employées, comme l'utilisation des fêtes, des soirées, et encore une fois, des ateliers machinima comme outil de recherche. Tout ça pour, finalement, au fil de toutes ces rencontres, s'apercevoir que de nouvelles voies émergent, qui façonnent un discours sur l'art et les jeux vidéo et la décolonisation, afin de produire une cartographie de l'art et des jeux queer, féministes et décoloniaux. Cette phase fondatrice du projet vise à élaborer une géographie décoloniale de la création des jeux, en mettant en évidence les territoires négligés et en identifiant et en valorisant les circulations et transferts culturels, sociaux et économiques. Un corpus étendu de création de jeux est établi, avec plus de 145 œuvres d'art et jeux numériques provenant de l'hémisphère sud. Dans ce projet de Tour du monde art et jeux vidéo et les expositions qui l'ont accompagné, l'idée c'était de dissoudre les frontières entre l'art et le monde du jeu vidéo et de promouvoir, encore une fois, des jeux alternatifs, indépendants et expérimentaux, favorisant la diversité en termes de genre, d'origine géographique et de représentation. Sur le marché mondial du jeu vidéo, de nombreux pays du Sud ont historiquement été relégués à des rôles de sous-traitance pour les grands studios occidentaux et asiatiques. Ils se sont vus confier des responsabilités telles que la création d'assets, d'objets 3D, d'animation, de police de caractère ou encore de localisation, quand on traduit un jeu pour le pays. Cependant, ces dernières années ont vu l'émergence d'une nouvelle scène locale, stimulée par la croissance du marché mobile, le dynamisme d'une population très jeune et les aspirations postcoloniales. Les studios et les artistes de ces pays se réapproprient ainsi le média, produisant des jeux principalement pour leurs marchés nationaux. Les créateurs afrodescendants et autochtones proposent des contre-fictions sur les thèmes postcoloniaux qui deviennent ainsi centraux dans le contenu numérique produit dans de nombreux pays. Mon projet s'attache aussi à promouvoir la diversité dans la production de jeux vidéo et en particulier en ce qui concerne le genre. Dans tous les pays visités, mon projet a visé à rencontrer des mouvements féministes qui font face à des défis variés. Ces problèmes comportent, entre autres, le droit à l'avortement, l'égalité de rémunération, l'égalité en milieu de travail et la lutte faite contre la violence à l'égard des femmes et les féminicides. Parallèlement à ces préoccupations féministes, mon projet vise également à s'intéresser aux identités queer et transgenres dans les pays visités. Bien que certains mouvements féministes n'aient pas été pleinement inclusifs des personnes LGBTQI+, cette recherche vise à aborder les problèmes auxquels sont confrontées les communautés queer et transgenres. Aujourd'hui, dans la plupart des pays que j'ai visités, il faut parler de néocolonialisme plus que de postcolonialisme, dans lequel ce qu'on appelle le soft power, donc le numérique, les jeux vidéo, joue un rôle considérable dans l'imposition d'une culture monopolistique. Après avoir rencontré des artistes et des activistes de cette nouvelle génération, qui mènent leur propre décolonisation, il semble qu'un nouveau monde soit en train d'émerger et d'affirmer sa voix, cessant de travailler pour ou comme les autres pays, mais plutôt en rappelant son histoire ou ses histoires, ça marche mieux en anglais, quand il s'agit de sociétés matriarcales, de racines ou de croyances. Les 300 entretiens que j'ai menés de 2019 à 2021 ont transformé ma pratique de curatrice. Et en 2021, lorsque j'ai rencontré au Sénégal la danseuse et chorégraphe Germaine Akoni, qui a une méthode de danse qui est très basée sur des mouvements liés aux animaux,
à la végétation, aux plantes, aux arbres, j'ai compris en fait que je devais aller au-delà des rencontres et des collaborations et que je devais incorporer ma recherche pour pouvoir co-créer et ainsi ensuite pouvoir occuper l'espace numérique. L'incorporation de la recherche dans le dialogue avec les savoirs endogènes et non humains m'a conduite à la co-création. À partir de mes expériences directes avec les divinités Yoruba dans les jeux brésiliens, mais aussi l'immersion vaudou à Lomé lors d'une cérémonie de purification dédiée aux dieux de la terre et de la variole, jusqu'au rituel de purification à la divinité de l'eau et de la mer au Lokun avec l'artiste nigérian Jelili Atiku, jusqu'aux rencontres avec des guérisseurs traditionnels et à la virtualisation des plantes et des arbres en Gambie et au Sénégal. Ces rencontres reflètent la fusion de l'art numérique, du jeu vidéo et des savoirs endogènes. L'intégration de la recherche prend alors un tournant transformateur, alors que nous étudions les expériences immersives qui font le pont entre les médias numériques, la sagesse traditionnelle et qui finalement crée une genre de danse complexe entre, encore une fois, médias numériques, rituels vaudous, mais aussi pratiques culturelles, et montre que finalement les espaces numériques ont un potentiel pour accueillir et amplifier ces expressions. La co-création devient alors un principe directeur, se manifestant à travers des performances, des cérémonies, des collaborations qui transcendent les frontières avec des agencements humains et non humains. Alors que j'étais au Sénégal en interviewant des artistes initiés au pouvoir des arbres pour le court-métrage documentaire La puissance des arbres, j'ai eu l'occasion de rencontrer le musicien et conteur congolais Gaël Manangou, avec qui j'ai co-créé le machinima. Donc voilà un machinima, comme ça vous allez en voir un, qui s'appelle Liquid Forest et qui fait référence en fait à l'idée qu'on peut considérer les arbres comme des rivières verticales. Donc là, vous voyez un personnage de GTA qui est en train de nager dans des baobabs que j'ai scannés au Sénégal. Je laisse un petit moment. Je vous fais voyager. Hein. Mais voilà. Ça, c'est un arbre en Casamance qui s'appelle le Bantaworo, qui est un arbre sacré. Suivant l'idée de mélanger les savoirs traditionnels et les technologies numériques, nous avons fondé le collectif Technoricha en 2023 en Martinique, avec des artistes caribéens et brésiliens, des ingénieurs et des praticiens du vaudou, dans le but de développer des pratiques artistiques et spirituelles, telles que le techno-chamanisme et le techno-vaudou. Et ensemble, nous avons produit un oracle numérique, c'est l'installation que vous voyez sur le côté, où vous interrogez en fait IFA, électronique Fa, au moyen d'une corne de Lambie. Il faut savoir qu'aux Antilles, on communiquait avec les conches de Lambie à l'époque de l'esclavage. Alors que nous naviguons dans des complexités de l'occupation de l'espace, de l'art et des jeux numériques, nous rencontrons diverses formes de résistance et de subversion. De l'idée de désidentification de l'activiste queer Esteban Munoz à la décolonisation du corps dans les ateliers de déscolonisation de l'artiste mexicaine Requebra. Et ainsi, nous comprenons qu'en fait, la décolonisation, elle ne doit pas uniquement être une décolonisation des imaginaires, mais elle doit être incarnée. C'est une décolonisation des corps à laquelle il faut procéder. L'implication avec les développeurs de jeux dissidents, anarchistes et punk montre également comment se réapproprier les plateformes numériques pour questionner les récits et les systèmes dominants. Les créatrices de jeux féministes radicales redéfinissent le paysage, tissant des récits qui résistent aux dynamiques de pouvoir traditionnelles et amplifient les voix marginalisées. L'intégration de réalités et de perspectives alternatives issues d'entités non humaines élargit l'étendue de cet engagement numérique, résonnant avec l'affirmation de David Toro, selon laquelle la décolonisation reste incomplète si elle néglige les luttes actuelles pour se réapproprier nos corps et nos territoires. Les jeux de la multitude mettent en lumière des jeux spécifiques qui remettent en question les récits traditionnels dans lesquels nous apprenons à connaître les problèmes de personnes normalement invisibilisées dans les jeux vidéo. Par exemple, ici, dans Dahalo, les femmes sont des défenseurs de villageois victimes des attaques de Dahalo, qui sont des voleurs de zébus au sud de Madagascar. Et ici, dans Arida, qui est un jeu créé par un développeur afro-brésilien, Aoka,
à Bahia au Brésil, on se concentre sur des protagonistes ruraux et des problèmes tels que l'exode rural, la sécheresse et la survie. C'est un jeu qui se déroule au 19e siècle, c'est joli, au 19e siècle, dans l'arrière-pays de Bahia au Brésil. L'héroïne est une jeune fille à la peau sombre, petite fille d'un paysan qui va lui apprendre à survivre dans ces terres arides et avant de partir pour un autre monde, justement. J'examine ainsi comment ces jeux s'engagent avec l'histoire, la politique et l'identité pour créer de nouveaux récits. Maintenant vient la question de la matérialité du numérique qui joue avec, sur et contre l'économie extractive et qui aborde la relation complexe entre l'art, les jeux et les économies extractives et nous rappelle que l'une des principales raisons des conflits actuels, c'est l'extraction des minerais, essentiels à la production de nos téléphones, des ordinateurs et des consoles, faisant ainsi de nous un petit peu les complices en tant que joueurs ou producteurs de jeux dans ce trafic et ce pillage de la terre. J'analyse ainsi des jeux comme Mine ou Transfactory que vous avez vu juste avant, du game artiste Afrane Makov qui est basé à Kumasi au Ghana, ou encore Chronicles of Kinu, qui est un jeu géolocalisé qui a été conçu dans le cadre d'un projet Hunter Africa à Accra au Ghana et qui vous immerge, puisque vous devez être sur place pour y jouer, dans la plus grande déchetterie électronique d'Afrique de l'Ouest qui s'appelle Agboboshi, où il y a plus de 40 000 personnes qui travaillent, et qui montre comment la matérialité du numérique peut remettre en question et transformer notre compréhension de l'extraction des ressources et montrer aussi que finalement les jeux vidéo peuvent représenter un moyen d'agir sur le présent en sensibilisant à ces problèmes. Alors, je vais passer la méthodologie diffractive, puisque j'ai vu que j'ai plus que 4 minutes, et je vais parler plutôt de la possibilité en fait de devenir avec les non-humains grâce au jeu et à l'art numérique, en reprenant en fait un concept de Donna Haraway, l'idée de devenir avec, ou de Vinciane Desprez, quand il s'applique à l'art et aux jeux vidéo. Et analyser en fait comment les jeux peuvent transcender la perspective anthropocentrique et établir des parentés avec des entités non humaines, comme dans les jeux Ouagadougou Chronicles ou encore Molaka, où on apprend à vénérer les esprits ou à guérir la planète. Et en fait, toute l'idée de ce projet, c'est que si moi, j'ai pu devenir avec certains jeux au Brésil qui sont en lien avec le candomblé, ben, il est aussi possible de changer le comportement des futures générations vis-à-vis du jeu vidéo. Alors, très rapidement, je vais me faire écho de Wanda Nani Bush sur la résistance chez les Anishinaabe, pour qui le concept de résistance est lié à l'idée de planter, de nourrir et d'être nourri par la terre. Et comment finalement ces pratiques peuvent être reproduites dans les jeux numériques en soulignant l'importance des relations réciproques et de la coexistence durable pour créer une nouvelle toile de créativité décolonisée. Et maintenant que nous concluons ce voyage, j'espère que je vous ai fait voyager, nous voyons en fait que les jeux vidéo peuvent être un outil pour décoloniser les récits, redéfinir les identités et autonomiser les voix marginalisées. Et pour atteindre ce nouvel objectif, je suis devenue nous, avec l'artiste brésilienne Lívia Diniz, et nous avons décidé d'utiliser l'activisme pédagogique avec des jeux verts pour inspirer de nouvelles méthodologies d'apprentissage, pour changer, c'est très important il nous semble, la demande de jeux vidéo chez les nouvelles générations et pour sensibiliser à l'environnement en utilisant les jeux vidéo comme médium. Et donc, on a imaginé un kit pédagogique des jeux verts qui est conçu en fait pour toute personne travaillant avec des jeunes, que ce soit des pédagogues, des animateurs, qui au départ, alors c'est un projet qui comprend une douzaine de jeux verts, qui sont soit des jeux animistes, soit des jeux qui prennent le point de vue du vivant, et également des méthodologies, des activités où en fait on va utiliser les jeux pour revenir dans la nature avec des promenades augmentées d'enregistrements sonores, d'images macro, de scans 3D qu'on va ensuite intégrer dans des films où on va faire aussi des captations de jeux verts. Et puis l'idée c'est aussi de co-concevoir des jeux, donc des jeux verts inspirés des promenades.
Et voilà quelques exemples de jeux. Alors, vous voyez que ce sont aussi des jeux où on prend le point de vue du vivant. Et vraiment, notre idée, en fait, c'est dans un premier temps d'essayer de faire changer la demande de jeu, puisqu'on a vu, hein, il y a tout plein de facteurs qui font qu'on ne joue pas par hasard tous et toutes au même jeu. Donc l'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, de faire changer la demande de jeux vidéo pour d'autres types de jeux. C'est aussi de co-concevoir des jeux avec les communautés. Alors c'est un projet, vous avez compris, franco-brésilien, donc on veut travailler aussi avec les quilombolas, on veut travailler avec des communautés de peuples premiers, mais aussi coproduire des jeux avec des studios colombiens, des studios de jeux colombiens, argentins, brésiliens, mais aussi d'Afrique subsaharienne. Et parce qu'on pense qu'il est essentiel de promouvoir et de distribuer ces jeux verts, encore une fois, de produire des jeux avec les communautés. Et pour y parvenir, en fait, on a imaginé un plan sur 10 ans pour le concrétiser dans différents endroits du monde. Alors, on a commencé avec la France et le Brésil, et j'ai plus de temps. Et notre idée, c'est de montrer le rôle des jeux vidéo dans l'éducation et comment ils peuvent être facteurs de changement et inspirer le changement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Isabelle. Pour voyager, je pense que vraiment, on a voyagé. Je vais me le faire en replay quand même. Hein. Merci beaucoup. Ouais, merci. Pour les jeux,